Maintenant, nous allons, dans cet atelier numéro 5, écouter 3 interventions sous forme de vidéo. D'abord, celle de Pascal Bergeron et de Moniz Briand, qui ne sont pas présentes parmi nous, hélas, mais autour de laquelle la communication, nous pourrons discuter néanmoins, et qui s'intitule « L'émergence du sujet éprouvant, agissant et réfléchissant ». Ensuite, nous écouterons la proposition de Magali Ardouin, « Architecture, aménagement et cadre matériel de l'école idéale de Dewey ». Et enfin, la communication de Christophe Point, « S'inspirer de John Dewey pour devenir un professeur heureux ». Et ensuite, à l'issue de ces 3 moments de visionnage, nous aurons un temps de discussion entre nous. Et sans perdre de temps, je lance l'intervention de nos collègues Pascal Bergeron et Moniz Briand. Bonjour, je me présente, je m'appelle Pascal Bergeron, je suis chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski au département de psychosociologie et travail social. Je suis aussi doctorante en sciences de l'éducation. Je m'intéresse à la pédagogie universitaire, plus particulièrement aux pratiques de formation dans le but de déployer le souci de l'autre chez les étudiants. Je vous présente ma collègue. Bonjour, mon nom est Moniz Briand, je suis professeure en psychosociologie à l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski, au département de travail social et psychosociologie. Je suis également doctorante en psychopédagogie et je m'intéresse plus particulièrement à la pédagogie universitaire, tout comme ma collègue Pascal. Moi, mon sujet de recherche, c'est autour du rapport à l'incertitude, comment on développe un meilleur rapport à l'incertitude en pédagogie universitaire pour les accompagnateurs de changement. Alors aujourd'hui, nous, on va vous faire une communication qui va se situer dans l'axe 2, qui est l'axe de la praxis, des méthodes et des outils. Le sujet de notre communication va comme suit. L'émergence du sujet éprouvant, agissant et réfléchissant. On va vous présenter une expérimentation du concept d'expérience personnelle chez John Dewey. Alors, on va voir ensemble là, les différents outils que nous, on utilise dans notre programme pour pouvoir accompagner nos étudiants en s'inspirant de la pédagogie préconisée par John Dewey. Donc, avant d'aller un peu plus loin, peut-être vous situer là, le contexte de notre expérimentation. C'est ça, aujourd'hui, comme le disait Moniz, le but de notre communication est de vous présenter les grandes lignes d'une expérimentation, d'une pédagogie finalement tournée vers le concept d'expérience personnelle de Dewey à travers 3 outils de formation qui sont le projet personnel de formation, le portfolio d'intégration et le groupe de co-formation. Comprendre donc que cette expérimentation-là se passe au niveau universitaire, dans une université au Québec, Canada, dans un programme de premier cycle. Hein, ça, c'est l'équivalence de la licence en France, un programme de psychosociologie des relations humaines, un programme à visée professionnalisante, hein, où on y forme des professionnels, accompagnateurs, accompagnatrices de changement. L'approche pédagogique préconisée dans l'ensemble de ce programme-là est très baignée, influencée par le paradigme de l'apprentissage expérientiel et le paradigme du praticien réflexif. Et c'est pour ça qu'on a sauté à pieds joints dans l'invitation de ce colloque-là où Dewey, finalement, est considéré, en tout cas pour nous-mêmes, comme figure très importante pour sa conceptualisation de l'expérience dans le champ même de l'éducation, de la formation.
Donc, dans le cadre de cette présentation, ça paraissait important de situer à quoi on réfère lorsqu'on interpelle l'expérience personnelle des étudiantes et étudiants dans leur processus d'apprentissage, tout comme dans la co-construction du savoir. C'est là que Dewey nous est utile et devient un appui précieux, puisque sa manière de concevoir l'expérience en éducation embrasse tout autant le fait de faire une expérience dans l'experimenting, le fait d'éprouver les effets de cette expérience-là, qui serait la dimension de l'experiencing, et le fait de donner un sens à l'expérience réalisée, éprouvée, par le biais d'une activité réflexive. Donc, c'est vraiment dans cette compréhension-là que l'expérience personnelle de l'étudiant s'incarne pour nous dans l'intégration de ces trois dimensions et représente finalement l'expérience personnelle d'apprentissage, du processus d'apprentissage de l'étudiant. Oui, alors nous, on va s'intéresser aujourd'hui plus spécifiquement à un cours qui s'appelle le cours d'atelier d'intégration, qui est un cours longitudinal qui se donne à chaque année de la formation au baccalauréat en psychosociologie des relations humaines. Ce cours-là comme objectif de permettre aux étudiants de devenir des apprenants, de faire le passage entre étudiants et apprenants et de conscientiser leur expérience d'apprentissage. La conscientiser, puis permettre finalement à l'étudiant de faire plus que la conscientiser, de devenir sujet de ses apprentissages et de devenir acteur également de ses apprentissages. Le cours d'atelier d'intégration permet aussi de se préoccuper puis de prendre soin de la dernière boucle de l'apprentissage, qui est l'intégration des apprentissages. Ça nous semblait complètement cohérent avec la pédagogie expérientielle dans laquelle on est dans cette formation-là, parce que intégrer son expérience, c'est un apprentissage nécessaire pour permettre à nos étudiants de bien cheminer dans leur cursus. Alors, le cours, juste rapidement, il se donne à la fois à la session d'hiver et à la session d'automne. Tout au long de l'année, l'étudiant va avoir, au départ de la session, un 3 jours intensif pour prendre soin du groupe et de son projet de formation. Ensuite, une journée à la mi-session, puis une journée en fin de session pour faire l'intégration de l'ensemble de sa session. Alors, on va maintenant plonger dans les 3 outils que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui à l'intérieur de cette communication, soit le projet personnel de formation, le portfolio d'intégration et le groupe de co-formation. Donc, le projet de formation, ce en quoi il participe finalement à l'émergence d'un sujet éprouvant, agissant, réfléchissant, c'est qu'il permet, qu'il invite l'apprenante à formuler une intention de formation à partir de ses besoins d'apprentissage, ce qui fait que non seulement ça l'implique dans la formation, mais ça lui permet de donner un sens tout aussi bien personnel que professionnel, personnel dans le sens lié à son projet de vie et professionnel lié à la fois les exigences de la formation puis son insertion professionnelle éventuelle. Donc, ça devient au cours des 3 ans un axe structurant pour l'étudiante qui s'élabore progressivement, se renouvelle, se transforme et se construit. Chez nous, le projet personnel de formation, il est partagé. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement dans la sphère de l'étudiante pour lui-même et pour elle-même, mais il est bien tenu, veillé par l'ensemble du groupe des pairs, des formateurs. C'est quelque chose donc de partagé, de connu de chacun, où chacun, chacune devient un allié, un gardien des avancées individuelles de chacune. Cette manière de faire-là permet évidemment à l'étudiant de gagner en autonomie
autonomie, en responsabilité, en motivation, mais également en liberté. Et ça l'ancre, ça le propulse dans ce que peut-être Dewey appelle l'enquête, en tout cas une forme de processus de recherche où son attention est tournée vers l'expérience qu'elle fait d'apprentissage au contact de tout ce qui va lui être présenté, ses interactions sociales, les pratiques de formation, les enseignements théoriques. Ce faisant, il n'est pas seul. L'ensemble des pairs, des formateurs concourent eux aussi à son avancée. Chez nous, il est mis en place dès la première année, à chaque début de session, comme on l'a vu, renouvelé et soutenu et consigné dans différents travaux à l'intérieur du cours dont il est question dans cet exposé, mais à l'intérieur aussi d'autres cours où les professeurs et chargés de cours vont être intéressés à ce que l'étudiant puisse faire des liens avec ce qui est vu et son projet de formation, comme le proposait Dewey. L'étudiante est donc placée au cœur de ses apprentissages dans un processus d'enquête, à l'écoute de ce qu'il vit, éprouve, au contact de son cheminement. Alors, le portfolio d'intégration, c'est le deuxième outil, dispositif plutôt qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Le portfolio renvoie à l'idée du porte-document, du dossier de présentation. Il a été introduit en éducation, plus particulièrement en formation des adultes dans cette optique, mais utilisé aujourd'hui pour servir de nombreux objectifs, dont celui de l'évaluation des apprentissages, de l'auto-évaluation des apprentissages pour l'étudiant mais aussi comme support aux apprentissages. Dans notre cas, on va vraiment utiliser le portfolio qu'on appelle le portfolio d'intégration dans cette visée-là de support aux apprentissages. Plus spécifiquement, le support à l'intégration des apprentissages. C'est pour ça qu'on le nomme le portfolio d'intégration. Il permet à l'étudiant, l'étudiante de poser un regard réflexif sur son expérience d'apprentissage. Il permet aussi de garder des traces des apprentissages pratiques, théoriques et existentielles en lien avec son projet de formation. Donc, ce dont vous parlez, Pascal, là, tout à l'heure, le projet de formation, c'est comme l'axe central, l'axe intégrateur pour nous du portfolio d'intégration. Le portfolio d'intégration va venir témoigner du cheminement de l'étudiant à travers son projet de formation. Ça permet à l'étudiant de devenir un sujet apprenant, un apprenant actif, créatif et réflexif de ses expériences d'apprentissage. On a plusieurs objectifs avec le portfolio d'intégration. Je vais vous en partager quelques-uns. Premièrement, on a l'objectif de développer la capacité d'accompagner et de témoigner des apprentissages de l'étudiant, de l'étudiante. On souhaite aussi, avec cet outil-là, soutenir le développement des habiletés réflexives et métacognitives. On souhaite aussi prendre conscience des compétences, permettre à l'étudiant de prendre conscience de ses compétences et de ses connaissances développées tout au long de la session. Puis d'ancrer ses apprentissages et se responsabiliser face à ceux-ci. L'étudiant va avoir à créer un portfolio à la fin de chacune de ces sessions là, tout au long du cursus. Le portfolio, pour nous, est décliné en 4 parties différentes. Une première partie qu'on appelle la partie des artefacts. Tout au long de la session, l'étudiant va récolter des artefacts pour lui permettre là, de vraiment témoigner de ses apprentissages. Un artefact, ça peut être un journal de bord, ça peut être un texte, ça peut être une musique qui l'a inspiré puis qui l'a soutenu tout au long de sa formation. La deuxième étape, ça va être de faire une fiche pour chacun de ces artefacts pour permettre là, de voir est-ce qu'il y a un lien entre l'artefact que j'ai choisi et mon projet de formation. Cette fiche-là, les fiches plutôt, vont permettre ensuite de construire la troisième partie du portfolio qui est le métatexte. Le métatexte, ça va permettre à l'étudiant de poser un regard méta sur sa session, de voir comment il a cheminé dans son projet de formation et de voir quels ont été les apprentissages majeurs, fondateurs de cette session-là pour lui, pour elle.
Finalement, la quatrième partie du portfolio, c'est le schéma intégrateur. On va inviter l'étudiant à regarder l'ensemble de son portfolio, puis à faire ressortir les mots-clés qui vont lui permettre de faire une carte mentale qui va témoigner finalement des grands développements de sa session. Puis cette carte mentale-là va s'enrichir de session en session avec les nouveaux mots-clés qui vont permettre à l'étudiant de témoigner de ses apprentissages. Finalement, cet outil-là, le portfolio d'intégration, est un outil d'accompagnement qui s'appuie sur l'expérience, sur le vécu et sur les découvertes de l'apprenant, qui lui permet de s'impliquer dans son processus de formation. L'apprenant, l'étudiant, apprend à considérer son expérience comme une source de connaissances. On va maintenant regarder le groupe de co-formation, qui est un autre dispositif là, qui est au cœur de notre formation au baccalauréat en psychosociologie des relations humaines. Le groupe de co-formation, pour nous, c'est vraiment le socle pour l'étudiant qui lui permet de devenir un sujet apprenant. C'est le socle de ses apprentissages relationnels et humain. C'est aussi le lieu où il va être soutenu et où on va pouvoir lui refléter ses avancées et ses apprentissages. Ce qui est important là, pour nous de vous spécifier, c'est qu'on travaille fort comme équipe de formateurs, comme équipe de professeurs et de chargés de cours, à ce que la classe d'étudiants devienne un groupe. Par définition, Saint-Arnaud dit qu'un groupe se distingue d'un rassemblement de personnes du fait que les membres possèdent un but commun et partagé, tout en développant des interactions entre eux pour permettre l'apprentissage d'un vivre ensemble. Le groupe de co-formation, pour nous, s'apparente grandement, en fait, est très, très proche de la communauté apprenante. La communauté apprenante, pour Henri et Hall, c'est vraiment un milieu dans lequel les étudiants apprennent à apprendre ensemble, dans lequel les enseignants sont des modèles pour l'apprentissage intentionnel et des modèles aussi pour le savoir motiver des apprenants. Toute cette synergie-là nous permet de nous situer dans ce que Dewey souhaitait aussi mettre en place à travers ses visées pédagogiques, c'est-à-dire l'expérience collective, permettre aux étudiants, aux apprenants d'être dans une forme d'expérience collective qui va aller dans le sens du projet de Dewey d'éducation démocratique et qui va permettre de vivre et de réfléchir la dimension sociale et coopérative de l'expérience. Évidemment, pour pouvoir entrer dans un groupe de co-formation, pour pouvoir créer une communauté d'apprentissage, il faut mettre plusieurs conditions en place. Puis l'équipe de formation est vraiment garante là, de cet accompagnement-là du groupe. D'abord, il faut installer, entre autres, un climat de confiance mutuelle et de sécurité entre les étudiants, mais aussi entre les étudiants avec les formateurs. Il faut installer aussi quelques conditions dialogiques nécessaires au bon fonctionnement de la vie en groupe. Donc, une qualité d'écoute, une qualité de prise de parole au plus proche de son vécu et de son expérience telle qu'elle se donne. Il faut apprendre aussi à entrer en résonance plutôt que de réagir, de donner des conseils ou de se justifier. Une autre méthode qu'on utilise, c'est le cercle. Nos étudiants ils sont invités, dès qu'ils rentrent en classe, à créer un cercle avec les chaises et avec les bureaux aussi parfois, pour permettre là, vraiment d'horizontaliser la communication, de permettre d'être ensemble autour de ce dispositif-là qui nous aide finalement à faire communauté. On propose aussi à nos étudiants de faire un contrat de communication qui est souvent renouvelé pour être certain qu'on a vraiment, qu'on puisse acter et appuyer notre projet de groupe de formation, qu'on puisse avoir les conditions pour le faire. Finalement, un dernier élément qui est vraiment
signifiant puis important pour nous, c'est le fait qu'on travaille en groupe restreint. Nos étudiants, on a la chance d'avoir des petites cohortes d'étudiants, puis nos étudiants travaillent ensemble pendant 3 ans, ce qui nous permet là, de vraiment s'appuyer sur la maturité que le groupe prend au fil du cursus, au fil des 3 ans du baccalauréat, pour pouvoir approfondir les apprentissages du groupe de coformation. Finalement, le groupe de coformation permet aux étudiants d'apprendre à se soutenir mutuellement dans la co-construction du sens de leur expérience et d'être témoins les uns des autres tout au long là, de leur cheminement. C'est aussi un grand socle d'expérience, de pédagogie expérientielle, parce qu'on utilise le groupe comme un lieu d'apprentissage constant dans lequel tout le monde va être plongé, un peu à la méthode des Tea Group de Kurt Lewin aux États-Unis. Enfin, parce qu'il vaut bien conclure, ce dont on peut témoigner, ce qui émerge de notre expérimentation, c'est les effets que ces propositions ont sur l'émergence d'un sujet qui n'est pas uniquement agissant et réfléchissant, mais aussi éprouvant, complètement singulier au sein d'un collectif qui devient très signifiant pour la personne, pour le sujet, comme le rêvait Dewey, ou ce qu'on comprend aujourd'hui des intentions de Dewey chez nous. Évidemment, il y a des défis à cette pédagogie-là, d'inscription de ces pratiques dans une culture éducative, scientifique, qui relègue encore trop souvent l'expérience au rang de l'anecdotique, des défis qui se concentrent, je dirais, davantage au niveau de l'institution, que des étudiants comme tels. Il arrive qu'on doive justifier davantage ces pratiques-là qui pourtant inspirées d'un penseur qui a plus de 100 ans aujourd'hui. Ça demeure encore à contre-courant. Pourtant, les résistances, elles ne viennent pas que rarement des étudiants qui découvrent en fait une pédagogie dont ils ont soif, où ils se sentent considérés, impliqués, apprendre et devenir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne suite de colloque. Eh bien, voilà la première communication à laquelle nous avons pu assister, très riche. Dommage que nos collègues ne soient pas présentes parce que cette idée de promesse et de défi, en conclusion, aurait pu mériterait d'être développée très fortement. Alors, je vais vous proposer maintenant de passer à la seconde intervention, celle de Magali Ardouin, intitulée « Architecture, aménagement et cadre matériel de l'école idéale de Dewey ». Bonjour, je suis Magali Ardouin, géographe et qualifiée également en urbanisme. L'un de mes champs de recherche est l'analyse des dimensions socio-spatiales des environnements d'enseignement-apprentissage. L'objectif de la communication est de présenter l'école idéale que John Dewey a imaginée. Cette communication s'appuie sur l'ouvrage The School and Society, non traduit en français, en particulier sur le chapitre 3 intitulé Waste in Education, soit le gaspillage dans l'éducation comme une traduction possible. Dewey considérait le gaspillage non pas en des termes économiques de biens matériels, mais en termes de vide qui se développe lorsque l'école est séparée de la vie et vice-versa. Dewey affirme que tout gaspillage est dû à l'isolement. Une école qui est isolée du monde qui l'entoure, à la fois physiquement et intellectuellement, est une institution inefficace. Du point de vue de l'enfant, le grand gaspillage de l'école vient de son incapacité à utiliser les expériences que les élèves acquièrent en dehors de l'école à l'intérieur de l'école elle-même, tandis que les élèves sont incapables d'appliquer dans la vie quotidienne ce qu'ils apprennent à l'école. Un autre type d'isolement que Dewey a combattu se situe au niveau du curriculum de l'école. Un objectif primordial de l'école idéale était l'établissement d'un curriculum intégré et coordonné. Diverses matières étaient réunies autour d'un thème commun, le concept de toile de la vie, dans lequel les choses étaient examinées en fonction de leurs interrelations.
La conception de l'école idéale de Dewey, qu'il a décrite dans ce chapitre, reflétait l'éducation intégrée vers laquelle il tendait. Des considérations telles que la position des salles dans le bâtiment scolaire et leur relation avec les autres salles étaient d'une grande importance. En procédant à l'analyse de l'aménagement scolaire préconisé par Dewey, nous devons nous rappeler de considérer ce schéma en termes de cohésion interne et de relation avec le monde extérieur. Au rez-de-chaussée de cette école idéale se trouve la salle à manger, l'atelier, la cuisine et la salle des textiles pour la couture et le tissage. Dewey mentionne 4 domaines avec lesquels l'école doit maintenir un contact vital et qui, à leur tour, doivent stimuler l'école: la maison de l'élève, la nature, le monde des affaires et l'université. Par exemple, l'enfant peut utiliser à l'école ce qu'il apprend chez lui. À l'inverse, les choses apprises à l'école, dans la cuisine ou dans la salle des textiles par exemple, lui serviront à la maison. Autre interrelation, le fait que tous les produits qui entrent dans la cuisine aient leur origine dans la campagne sert à unir la cuisine et la salle à manger à la nature. Dewey proposait que l'école soit entourée d'arbres et d'un jardin où commencerait son association intime avec la nature. En outre, le parc et la campagne fourniraient d'autres espaces pour l'exploration scientifique. Pour citer Dewey, c'est par ce lien qui s'étend du jardin au monde entier que l'enfant s'initie le plus naturellement du monde à l'étude des sciences. Où ces choses ont-elles poussé? Qu'est-ce qui était nécessaire à leur croissance? Quelle est leur relation avec le sol? Quel est l'effet des différentes conditions climatiques? Et ainsi de suite. L'atelier et la salle de textile sont reliés au monde des affaires, tandis que les formes avancées de recherche, représentées par les bourses de recherche universitaires, produisent des connaissances et des techniques qui transforment les modes de production qui, à leur tour, modifient les institutions sociales. Les activités dans les laboratoires, combinées aux études universitaires, pouvaient donner une idée de l'interaction subtile entre la science, l'invention technologique et le changement qui devait caractériser la vie humaine au XXe siècle. L'atelier, la cuisine, la salle des textiles et la salle à manger rayonnent à partir de la bibliothèque qui est centrale. Cette disposition symbolise les relations entre la pratique et la théorie qui s'incarnent dans la bibliothèque. La bibliothèque est le lieu central qui comprend une collection de ressources intellectuelles de toutes sortes qui éclairent le travail pratique, qui lui donne un sens et une valeur. Pour citer Dewey, c'est l'endroit où les enfants apportent les expériences, les problèmes, les questions, les faits particuliers qu'ils ont découverts et les discutent afin de les éclairer d'une lumière nouvelle, en particulier de l'expérience des autres, de la sagesse accumulée du monde symbolisée par la bibliothèque. Voilà la relation organique de la théorie et de la pratique. L'enfant ne se contente pas de faire des choses, il a aussi l'idée de ce qu'il fait. Il reçoit dès le début une certaine conception intellectuelle qui entre dans sa pratique et l'enrichit, tandis que chaque idée trouve, directement ou indirectement, une application dans l'expérience et a un effet sur la vie. Nous sommes maintenant à l'étage de cette école idéale. La disposition est semblable à celle du rez-de-chaussée, c'est-à-dire que les salles de pratique sont des extensions radiales d'un élément central principal. Ce premier étage comprend dans les coins les laboratoires de physique et de chimie, celui de biologie et 2 ateliers d'art, l'un pour les arts graphiques et le second pour la musique. Au centre se situe le musée. Ce premier étage est en interrelation étroite avec le rez-de-chaussée puisque les problèmes cliniques et physiques qui se posent dans la cuisine ou dans l'atelier sont transportés dans les laboratoires pour y être résolus. Par exemple, un groupe d'enfants effectuant des travaux pratiques de tissage qui impliquent l'utilisation du rouet peut établir des diagrammes de la direction des forces en jeu dans la pédale et la roue et le rapport des vitesses entre la roue et le fuseau. De la même manière, les plantes avec lesquelles les enfants cuisinent fournissent la base d'un intérêt concret pour la botanique et peuvent être prises et étudiées pour elles-mêmes. Ces exemples suggèrent la relation que les laboratoires entretiennent avec le reste de l'école. Pour Dewey, le dessin et la musique représentent l'apogée, l'idéalisation, le point le plus élevé de raffinement de tout travail effectué.
Pour lui, l'art véritable naît du travail de l'artisan. Ainsi, l'art de la Renaissance a été grand parce qu'il est né des arts manuels de la vie domestique et quotidienne. Dewey n'insinue pas que tout travail artistique doit être corrélé précisément aux autres travaux de l'école, mais simplement qu'un esprit d'union donne de la vitalité à l'art, de la profondeur et de la richesse aux autres travaux. Dewey prend comme illustration la salle des textiles. Il s'agit d'un atelier où l'on fait des choses réelles en matière de couture, de filage et de tissage. Les enfants entrent immédiatement en contact avec les matériaux, avec les différents tissus de soie, de coton, de lin et de laine. Ils se posent alors des questions en rapport avec ces matériaux, leur origine, leur histoire, leur adaptation à des usages particuliers et les machines de toutes sortes qui permettent d'utiliser les matières premières. En voyant toutes ces choses en lien avec la science, l'enfant apprend à les apprécier en tant que réalisation technique et aussi en tant que pièce d'art. Concernant le musée, Dewey suggère un musée industriel pour son école idéale afin de fournir un apprentissage continu de la synthèse de l'art, de la science et de l'industrie. Tous les objets de création des élèves seraient exposés dans ce musée. Ce musée industriel comprendrait des échantillons de matériaux à divers stades de fabrication et les instruments des plus simples aux plus complexes utilisés pour les traiter. On y trouverait ensuite une collection de photographies et de tableaux illustrant les paysages et les scènes d'où proviennent les matériaux et leur lieu de fabrication. On y trouverait enfin des échantillons des formes les plus parfaites du travail textile, italien, français, japonais et oriental. On remarque qu'il n'y a pas de gymnase représenté sur ces deux schémas. Cependant, celui-ci était prévu dans cette école idéale car pour Dewey, le développement physique est aussi important que le développement intellectuel. D'ailleurs, il est supposé que cette configuration de l'école entraînera une grande activité physique des enfants, puisque les activités se déroulent aux quatre coins de l'établissement sur deux niveaux. Le gymnase était prévu pour, je cite Dewey, s'occuper des faiblesses particulières des enfants et de leur correction, et tenter de construire un corps sain comme demeure d'un esprit sain. Ainsi, pour John Dewey, il est primordial de rompre l'isolement entre la vie au sein de l'école et la vie hors l'école. Pour cela, deux solutions. La première consiste à établir des liens et donc de faire en sorte que l'enfant vienne à l'école avec toute l'expérience qu'il a acquise en dehors de l'école et qu'il la quitte avec quelque chose qu'il peut immédiatement utiliser dans sa vie quotidienne. Or, selon Dewey, l'enfant arrive à l'école traditionnelle avec un corps sain et un esprit plus ou moins réticent, bien qu'en fait, il n'apporte pas à la fois son corps et son esprit. En effet, l'enfant doit laisser son esprit derrière lui car il n'y a aucun moyen de l'utiliser à l'école. Son esprit est concret, il s'intéresse aux choses concrètes et à moins que ces choses ne se transposent dans la vie scolaire, il ne peut pas emmener son esprit avec lui. Dans cette école idéale, ce qui est voulu, c'est que l'enfant vienne à l'école avec un esprit entier et un corps entier et qu'il quitte l'école avec un esprit plus complet et un corps encore plus sain. La seconde concerne la façon de rompre l'isolement des études. Dewey explique que nous vivons dans un monde où tous les aspects sont liés entre eux. Il n'y a pas une série de terres stratifiées, dont l'une est mathématique, une autre physique, une autre historique, et ainsi de suite. Lorsque l'enfant vit en relation variée mais concrète et active avec ce monde commun, ses études sont naturellement unifiées. La corrélation des études ne sera plus un problème. L'enseignant n'aura pas à recourir à toutes sortes d'artifices pour mêler un peu d'arithmétique à la leçon d'histoire, etc. Si l'on relie l'école à la vie, alors toutes les études seront nécessairement corrélées. Ce sont ces principes qui le guident dans la schématisation de l'école idéale que nous venons d'observer et qu'il a vu se réaliser en partie lorsque le complexe de bâtiments Belfield Blaine a été achevé en 1903 pour abriter l'école laboratoire universitaire. Ce bâtiment est un exemple de contribution imaginative à l'histoire de la planification scolaire et une illustration du type d'installation scolaire que Dewey considérait comme nécessaire à son projet éducatif. Merci de votre attention. Il nous reste à entendre avant de partager une dernière communication, celle de Christophe Point,
intitulé « S'inspirer de John Dewey pour devenir un professeur heureux ». Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de mon intervention pour le colloque John Dewey, une figure inspirante. Nous allons parler ici de la notion du bonheur chez John Dewey, et donc le titre de mon intervention sera le suivant: S'inspirer de John Dewey, l'éducation et l'expérience du bonheur. Et commençons tout de suite ce propos par une question. Pourquoi s'inspirer de John Dewey pour penser le bonheur et sa place au sein de l'éducation? En effet, les formations à l'enseignement au primaire accordent peu de place à cette notion, peu de place au bonheur. Soit en raison de sa supposée évidence, il serait évident que les enseignants soient heureux de faire leur métier, leur vocation, soit parce qu'elle est éclipsée par la manifestation de son inverse, le mal-être enseignant, la souffrance des élèves, etc. De plus, pourquoi interroger John Dewey sur cette notion alors qu'il, en apparence, a assez peu écrit sur le concept du bonheur? En effet, le bonheur, à l'époque de John Dewey, le début du XXe siècle, n'était à son époque ni une injonction socialement ou scolairement valorisée, peu de place, peu d'injonctions au bonheur à l'école, ni une notion relevant de l'ingénierie psychologique et de la responsabilité personnelle. C'est-à-dire que tout le travail du développement personnel qui est valorisé dans notre société aujourd'hui n'était pas encore présent. Et pourtant, lorsqu'on lit ses écrits, et dans le cadre de ma thèse, je suis tombé un jour sur une de ces pages dans Art Expérience de 1934, où John Dewey nous dit la chose suivante: « Il y a clairement quelque chose dans le présent qui évoque le bonheur. » Cette phrase m'a interrogé, je l'ai gardée en tête de nombreuses années, et c'est un peu grâce à elle que je voudrais vous poser maintenant la question suivante. Quelle est donc la place du bonheur au sein de la philosophie de l'éducation de John Dewey, et quel est son intérêt pour les pratiques éducatives? Cependant, avant de poursuivre la réflexion, je voudrais proposer 4 balises pour limiter le cadre de mon analyse pour ce propos. Tout d'abord, je voudrais rappeler que le bonheur est une notion complexe. Au sein de la littérature scientifique en sciences de l'éducation, on voit que ce dernier est travaillé à partir de 3 niveaux différents. Le niveau socio-économique national, où on va s'intéresser davantage à la notion de bien-être. Le niveau de l'organisation scolaire, avec récemment les travaux de Debardieu sur la notion de climat scolaire. Et enfin, le niveau du ressenti personnel, et c'est davantage à ce niveau-là que je centrerai mon propos. Deuxièmement, le bonheur que je voudrais travailler ici est le bonheur non pas individuel ou limité à une situation, à une entité individuelle solitaire, mais plutôt un bonheur au sein d'une relation pédagogique. Donc c'est au sein de la relation enseignant-apprenant que je veux situer mon propos. Enfin, troisièmement, de nombreuses méthodologies peuvent être adoptées pour travailler cette notion. La mienne sera une analyse philosophique qui relève donc de l'histoire des idées éducatives, où je me centre sur l'expérience subjective vécue du bonheur, et non sur une analyse quantitative de bien-être qui relèverait davantage de la sociologie de l'éducation. Enfin, quatrième balise, les finalités théoriques et pratiques de cette analyse adoptent une perspective pragmatique, c'est-à-dire que l'on va chercher à clarifier le plus possible les enjeux de la discussion et non pas de proposer une normalisation sur des décisions à prendre. Pour ce faire, vous trouverez ici mon plan de travail avec une première partie où nous verrons d'abord ce que n'est pas le bonheur pour John Dewey, puis une deuxième partie où nous tenterons de cartographier ce qu'est l'expérience du bonheur selon cet auteur, et enfin une troisième et dernière partie où nous verrons les implications du bonheur pour l'éducation, qu'est-ce que cela peut signifier pour les enseignants et enseignantes d'aujourd'hui. Alors, pour commencer cette première partie sur ce que n'est pas le bonheur pour John Dewey, quelques précautions dans la traduction. C'est-à-dire dans le passage de l'anglais au français, nous pouvons traduire le bonheur de nombreuses façons différentes à partir d'un choix sur la relation entre le bonheur et la durée. C'est-à-dire que soit nous le considérons comme un moment bref, intense et plutôt émotionnel, dans ce cas-là nous irons avec des termes proches de celui de l'enthousiasme,
ou de la gaieté, comme cheerfulness, soit nous allons dans une perspective plutôt de longue durée, teintée de sagesse, d'état durable, et dans ce cas-là, nous allons du côté des termes de serenity ou contentment. Une fois ces choix de traduction éclairés, nous allons, au niveau du corpus, nous restreindre aux travaux et aux écrits qui sont contenus dans The Collective Work of John Dewey, qui a été mis en place par l'Université de l'Illinois. Et à première vue, lorsque l'on travaille ce corpus, qui rassemble de nombreux écrits théoriques de John Dewey, on constate que John Dewey ne nous propose pas d'une théorie des émotions clairement systématisée, que son progressisme reste un progressisme relativement inquiet, et non pas follement enthousiasme sur l'avenir. Enfin, un rejet de l'utilitarisme et de l'hédonisme dans sa position fait en sorte que, en plus d'une éducation relativement protestante à relativement sévère, la place du bonheur chez John Dewey ne semble pas si grande que ça, et on pourrait même avoir tendance à dire que c'est un auteur qui semble se méfier du bonheur, qui semble se méfier d'un enthousiasme sans conséquence. Toutefois, ce concept apparaît de façon dispersée dans les travaux portant à la fois sur l'éthique, la psychologie, ainsi que dans d'autres contributions plus mineures sur des prises de position politiques relatives au débat sur la scolarité de son époque. Et c'est à partir de ces différents éléments dispersés que je voudrais travailler la question du bonheur. Dans son ouvrage Ethics de 1908, John Dewey nous donne certains éléments pour penser le bonheur. En effet, dans cet ouvrage, particulièrement au chapitre 15, intitulé Happiness and Social Ends, on voit ici une discussion se dérouler avec les philosophes des traditions utilitaristes, eudémonistes et hédonistes. Ainsi, tout au long de cette discussion, on voit John Dewey se demander si le bonheur est un plaisir, un ensemble de plaisirs, un bien utile, un bien absolu ou encore un bien sur lequel la société peut ou pourrait s'accorder. Le résumé de cette discussion pourrait être le suivant. Pour Dewey, le bonheur a une qualité sociale, et c'est son principal héritage de Mills et de Bentham, c'est-à-dire qu'il dépend de la relation qu'a l'individu avec son environnement physique, social et mental. Ainsi, il proposera par la suite une éthique résolument tournée vers les sciences humaines et sociales naissantes. L'anthropologie, la sociologie, la psychologie, ce sont toutes des sciences sociales naissantes avec la première école de Chicago, qui était proche des travaux de John Dewey. De plus, dans un autre travail qui sera de 1916, on voit que John Dewey récuse l'idée d'un bonheur de l'humanité comme résultat d'un idéal éducatif. Là, sur cette position, il s'oppose à Kant, qui dans son traité de l'éducation reste pessimiste sur l'idée qu'on peut lier le bonheur à l'éducation au niveau de l'individu, en disant même que moralement on n'a pas à s'y attendre. Mais par contre, Kant reste très optimiste sur l'idée que le bonheur peut être le résultat pour l'humanité dans un temps futur. Et c'est en vertu de ce bonheur futur de l'humanité que l'on doit travailler en éducation. Là aussi, John Dewey récuse cette place du bonheur à la fois comme fin dernière pour l'individu ou pour l'humanité, et il prône à l'inverse plutôt une présence du bonheur au sein même de l'éducation, au moment même de l'apprentissage, à la fois comme finalité individuelle et collective. De plus, à la lecture de nombreux ouvrages datant de la période entre 1908 et jusqu'au milieu du XXe siècle, on peut comprendre que pour John Dewey, le bonheur n'est pas un simple plaisir ou un ensemble de plaisirs associés à un certain type d'objet agréable, satisfaisant, confortable ou utile, c'est l'acquis de l'éthique. Ce n'est pas non plus une fin dernière pour le politique, l'éthique ou l'éducation. Ce n'est pas non plus une faveur divine ou un présent d'une réalité extra-humaine. Là, on voit bien l'héritage du refus de la métaphysique par le pragmatisme de John Dewey. De plus, on voit que ce n'est pas une réalité purement individuelle ou purement collective,
Là, il s'agit d'un acquis des travaux de John Dewey sur le libéralisme, qui refuse de faire du bonheur un seul privilège de l'individu, mais tout en refusant également que le bonheur soit le seul privilège de la collectivité. Et un peu plus loin encore, on voit que le bonheur n'est pas associé aux études uniquement intellectuelles ou non manuelles. Donc là, on n'est plus du tout dans une éthique de la contemplation telle qu'on peut la voir chez Aristote ou Hannah Arendt, mais au contraire, toutes les études, toutes les éducations peuvent potentiellement mener au bonheur. Après avoir dit ce que n'était pas le bonheur pour John Dewey, j'aimerais maintenant, avec vous, dans un deuxième temps, essayer d'établir la cartographie de l'expérience du bonheur en le voyant comme une qualité de l'expérience. C'est-à-dire que, pour définir le bonheur avec John Dewey, on pourrait dire que celui-ci est le signe d'une qualité particulière de l'expérience. C'est ce que l'on peut voir ici dans la citation de What I Believe, un texte écrit en 1930, où en substance on comprend ici que le bonheur est le produit d'un double effort d'extension de la signification de l'expérience, d'une part, mais aussi de la recherche d'une plus grande continuité des expériences entre elles. En un sens, le bonheur est un produit de l'activité humaine sur la façon de donner du sens à nos expériences. A l'inverse, le malheur serait le signe d'une expérience dénuée de sens, absurde, où rien ne serait relié à rien. Le malheur, en ce sens pragmatiste, serait l'état d'un individu vivant une expérience en complète rupture avec d'autres expériences présentes ou futures et n'ouvrant aucune croissance ou aucun nouveau possible. Pour poursuivre cette idée que le bonheur est une qualité de l'expérience qui dépendrait de la croissance du sens, on peut continuer à lire What I Believe, et à partir de la citation sur cette diapo, on comprend un peu plus ce que signifie John Dewey ici. On comprend ici que le bonheur en tant qu'expérience ne se manifeste que dans une attention au moment présent, là où se vit l'expérience elle-même. En ce sens, le bonheur demande une croissance de la signification de l'expérience, ce qui n'est pas gratuit, ce qui n'est pas facile, car cela demande un effort de la raison, de l'imagination et de toutes les ressources que mon esprit ou mon corps est possible. Ainsi, en quelque sorte, on peut dire que John Dewey associe la joie et l'effort dans un travail bien particulier, celui de donner du sens à une expérience. Bien sûr, ce travail peut être intentionné et conscient, mais il est la plupart du temps involontaire et inconscient. Par exemple, si je suis heureux, si je vis une expérience du bonheur en mangeant une glace dans l'herbe au soleil durant mes vacances, les conditions extérieures de mon expérience du bonheur, elles peuvent être physiques, il s'agira de la glace, de la pelouse, du soleil, elles peuvent être également mentales, le fait d'être en vacances, d'avoir du temps libre, etc. Toutes ces différentes conditions importent, mais c'est moi qui ferai l'effort d'associer dans mon esprit toutes les facettes de l'expérience physique et mentale. Et par cette association, je construirai mon sentiment de bonheur. Ici, dans mon exemple, la construction se fait sans que j'ai besoin de détailler toutes les étapes de la construction, et on peut dire que je vais éprouver ce sentiment de bonheur, mais il est également possible de construire consciemment cette expérience heureuse. Ainsi, c'est parce qu'un effort est nécessaire pour augmenter le sens et la signification de mon expérience que l'on peut parler d'une éducation au bonheur, au sens où on est capable de faire croître ce bonheur possible par une éducation. C'est-à-dire que si le bonheur est une croissance du sens de nos expériences, alors l'expérience du bonheur se reconnaît à la qualité de ce que l'on apprend en la vivant. Il s'agit là d'un point développé dans la thèse de Linto de 2018, et la citation de Human Nature and Conduct de 1922 rend bien compte de ce méliorisme. C'est-à-dire que le bonheur est associé ici au méliorisme de John Dewey. C'est-à-dire que l'expérience du bonheur signale la réussite ou l'amélioration de ma compréhension de l'expérience.
Ainsi, John Dewey devient ici, à mon sens, un philosophe véritablement inspirant, car il ouvre deux portes à la réflexion sur le bonheur. La première porte, c'est qu'on peut travailler ces expériences du bonheur pour faire d'elles des expériences qui vraiment font du sens, c'est-à-dire qu'il y aurait une possibilité d'augmenter ces expériences heureuses en les travaillant, en s'éduquant au bonheur. Et la deuxième porte qui est ouverte, c'est que ce travail de l'expérience n'est pas nécessairement solitaire, on le voit bien ici, mais qu'il peut au contraire faire l'objet d'un travail collectif, et ce notamment par éducation. Et c'est ce que nous allons voir dès à présent. Pour voir maintenant, dans ce troisième temps, quelles sont les implications de cette conception du bonheur pour l'éducation, faisons tout d'abord un bref rappel sur la théorie d'éducation de John Dewey. De façon synthétique, on peut dire que John Dewey pense une éducation où il encourage un certain type de processus d'apprentissage qui devrait correspondre à ces quatre éléments. Le premier élément, c'est de dire que l'apprentissage selon John Dewey est un processus expérientiel et expérimental. C'est dire qu'on apprend à partir de nos expériences et nos connaissances nous permettent d'améliorer en retour nos façons d'expérimenter. Il en sera donc ici de même du bonheur. On l'apprendra en faisant l'expérience du bonheur et plus on le pratiquera et plus on améliorera notre connaissance des expériences heureuses. Ensuite, pour Dewey, le processus d'apprentissage qu'il valorise est un processus coopératif et socio-constructiviste. Cela signifie qu'on n'apprend jamais seul, mais grâce aux efforts des autres, et que notre savoir se construit socialement et influence aussi celui des autres. Ainsi, on ne s'éduque pas seul au bonheur, pour Dewey, mais c'est en partageant avec autrui nos expériences du bonheur que l'on pourra peu à peu clarifier ce que cela signifie pour nous. Ensuite, troisième caractéristique du processus d'apprentissage, c'est qu'il est interactif et interdisciplinaire. Il s'agit là de dire que l'apprentissage pour Dewey n'est pas un processus statique ou passif, mais que les deux membres d'une relation pédagogique évoluent, et ce, au-delà du domaine de savoir en question. En ce sens, l'éducation de John Dewey est interdisciplinaire et doit se pratiquer dans l'articulation des savoirs que les expériences mettent en jeu, et non se réduire à un seul domaine de savoir. Il n'y aura donc pas de cours spécifique d'éducation au bonheur, mais cette éducation doit se porter sur l'ensemble des savoirs et sur l'ensemble des disciplines. Enfin, la dernière caractéristique de l'éducation selon John Dewey est que celle-ci peut être démocratique et politique. C'est dire ici que l'éducation n'est pas une préparation à la vie, mais la vie elle-même. Les écoles auxquelles on peut rêver avec Dewey sont des écoles accueillant enfants, adolescents et adultes, et ce tout au long de leur vie, et où le cadre scolaire, mais également les enjeux sociétaux, sont discutés et construits par des processus collectifs et démocratiques de décision. Ainsi, pour l'éducation au bonheur, cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une scolarité heureuse, car protégée de la réalité du monde, ou une éducation au vu d'un bonheur lointain, mais d'apprendre à être heureux tout au long de sa vie. Ainsi, nous allons pouvoir voir maintenant comment la recherche ou la construction de ce bonheur peut faire l'objet d'un apprentissage et d'une éducation. Pour voir à quoi ressemblerait cette éducation au bonheur, intéressons-nous tout d'abord au premier pôle de la relation pédagogique, c'est-à-dire l'élève, et demandons-nous comment cette éducation au bonheur est possible. Pour le dire simplement, il s'agit de se demander comment apprendre aux enfants à être heureux. Nous élaborons ici 3 pistes de réflexion pour la discussion qui mériteraient plus de développement. La première est pédagogique, la deuxième est éthique et la troisième porte sur l'organisation curriculaire des études. Alors sur le plan de la pédagogie, il s'agit tout simplement d'apprendre aux enfants à reconnaître pour soi et à autrui, à nommer et à partager les expériences heureuses. Cela nécessite des outils pédagogiques permettant d'exprimer et de partager nos expériences,
Et concrètement, il faudrait aller voir du côté des recherches récentes sur la didactique des émotions et développer ces apprentissages au sein des programmes scolaires. Ensuite, dans un deuxième temps, pour le terrain de l'éthique, il s'agit de valoriser la diversité des expériences heureuses des enfants sans les réduire à un nombre limité ou à une hiérarchisation de situations particulières ou de plaisir. Cela nécessite bien sûr une éthique pédagogique faisant la promotion d'une ouverture à la diversité du monde, et concrètement, cela signifie former activement le personnel de l'éducation à une éthique professionnelle qui valorise la diversité des vies bonnes possibles, ce qui est l'inverse d'une moralisation restrictive classique où on ne donnerait qu'une seule vie bonne possible comme exemple aux élèves. Enfin, sur le terrain maintenant de l'organisation curriculaire des cours, il s'agit de dire qu'on pourrait instaurer un climat d'apprentissage où les enfants sont sensibles au moment présent de l'expérience pour développer leur attention à l'expérience présente. Cela nécessite une réorganisation de la planification scolaire pour diminuer l'angoisse du futur et ancrer les enfants dans le présent. Concrètement, cela signifie diminuer l'importance des examens pour baisser le degré de stress de performance des enfants, peut-être également diminuer la quantité de contenu disciplinaire pour libérer du temps et de l'énergie pour les enfants, pour réfléchir à ces questions éthiques-là avec leurs enseignants. Déplaçons-nous maintenant au deuxième pôle de la relation pédagogique, du côté des enseignants donc, et posons la question suivante: quelle place pour le bonheur d'enseigner? Ici, je voudrais apporter de la même façon trois types de réponses, trois pistes de réflexion, pédagogique, éthique et organisationnelle. Pour commencer avec la proposition pédagogique, il s'agit ici de comprendre que le bonheur des élèves et des enseignants sont des signes concrets de la réussite d'une séquence d'apprentissage. Cela nécessite des recherches en sciences d'éducation pour reconnaître, mesurer et modéliser la présence de ces expériences de bonheur au sein de l'espace scolaire. Et concrètement, il s'agit de revoir les formations à l'enseignement au primaire en direction d'une conception holistique, expérientielle et professionnelle de l'acte d'enseigner, et non plus seulement, comme actuellement en France, souvent, disciplinaire et gestionnaire. Ensuite, sur le terrain de l'éthique, cette place pour le bonheur d'enseigner demandera d'appliquer la même éducation scolaire au bonheur aux enseignants. Cela signifie une nouvelle formation à une éthique professionnelle intégrant le concept de bonheur professoral, mais également un changement de la posture d'autorité, et ainsi qu'une meilleure ou une nouvelle promotion de la collégialité. En effet, être capable de parler de ses expériences heureuses ou malheureuses dans un cadre professionnel avec des collègues, cela ne s'improvise pas et nécessite un changement, en France en tout cas, radical de culture de travail et d'éthique professionnelle. Nous pourrons y revenir plus tard dans les échanges. Enfin, troisième piste, pour donner une place au bonheur d'enseigner, sur le plan organisationnel, il s'agit d'offrir de meilleures conditions de travail aux enseignants pour qu'ils puissent être eux aussi plus attentifs au moment présent de leur expérience pédagogique. Cela nécessite un accroissement du bien-être objectif du personnel éducatif pour faire croître leurs potentielles expériences heureuses. Concrètement, il s'agit ici de dire que les conditions de travail précaires, les remplacements soudains, la quasi-absence de ressources humaines au sein des doctorats sont autant d'obstacles organisationnels à la considération du bonheur d'enseigner. Et cela nous rappelle que les considérations philosophiques resteront ici de doux rêves tant que politiquement des choix conséquents n'auront pas été faits et l'on ne pourra parler de l'expérience heureuse sans augmenter également un bien-être objectif. Pour conclure ce propos trop bref, mais pour rentrer dans les temps qui me sont impartis, je voudrais donner encore la parole à John Dewey avec cette citation de How We Think, un ouvrage de 1911. Vous verrez dans cette citation qu'il y a là la promesse d'une plus grande fluidité des apprentissages si l'expérience du bonheur communiqué entre enseignants et élèves, c'est-à-dire si l'enthousiasme est déjà intégré au processus. Cela signifie que l'éducation au bonheur dont nous parlons, ou le bonheur d'enseigner pour l'enseignant, ne serait ni une perte de temps, ni une dépense inutile d'énergie pour l'école,
car on voit bien que l'enthousiasme ici peut produire un résultat encore plus important que n'importe quelle méthode formelle. C'est dire que faire l'expérience du bonheur pourrait devenir le couronnement d'un processus d'apprentissage et d'enseignement. Alors dans ce cas-là, une éducation à cette expérience devient centrale. Pour reprendre l'exemple de ma glace de tout à l'heure, je peux bien sûr inconsciemment ressentir mon sentiment de bonheur en mangeant une glace sur une pelouse au soleil, mais si je prends l'habitude consciente de reconstruire ce sentiment, et non pas simplement d'attendre sa venue, alors celle-ci me viendra de plus en plus facilement, et je pourrai ainsi varier les éléments de ce bonheur, plutôt que de me limiter à ces derniers, la glace, la pelouse, les vacances. Et être ainsi plus rapidement attentif à ce sentiment lorsqu'il surviendra d'une autre expérience. Ainsi, peut-être que je ne mangerai pas une glace tous les jours à mon école, mais en ayant parlé de cela avec les autres élèves, avec les autres enseignants, j'aurai affiné ce qui m'a rendu véritablement heureux durant cette expérience de glace au soleil, et j'aurai expérimenté d'autres façons d'être heureux à partir de cette recherche, encadrée par les adultes enseignants de l'école, à tel point qu'à un moment, je pourrais peut-être me passer d'une glace, passer de la pelouse, passer du soleil, et avoir autant de plaisir et autant de bonheur avec d'autres expériences, parce que j'aurais retrouvé la même continuité d'expérience que j'avais éprouvée la première fois. Enfin, les horizons de recherche de cette étude, pour conclure, nous mettent sur une piste qui me semble vraiment intéressante et qui me permet de dire que John Dewey est une figure inspirante en philosophie de l'éducation. Je vous laisse lire la citation au-dessus, mais celle-ci me fait dire que John Dewey nous permet de repenser le processus éducatif, non pas comme un ensemble de contenus disciplinaires à apprendre dans un certain ordre, mais plutôt comme l'organisation d'expériences simultanément éducatives, esthétiques, sociales, spirituelles, éthiques ou encore politiques, et que cette perspective holistique rend possible de nombreuses réflexions, comme ici, celle portant sur un des essais de John Dewey écrit en 1924, The Classroom Teacher, où l'on voit bien que la place de l'expérience, ici notre propos était sur l'expérience heureuse, donc, peut enrichir notre conception de l'éducation pour en faire un processus à la fois esthétique, politique, éducatif, sans les séparer ou les compartimenter entre elles. Je laisse également aussi ici cette page de biographie pour ceux que ça intéresse. Vous trouverez ici les différents ouvrages qui m'ont permis de construire mon propos. Enfin, je vous remercie pour votre attention et pour les questions qui naîtront probablement des futurs échanges. Et je vous remercie et à très bientôt pour la suite du colloque. Merci beaucoup. Merci pour à nouveau cette très riche contribution. Sans doute y aura-t-il un lien à faire entre les trois propositions, car peut-être, mais Christophe Point, vous pourrez nous le dire, peut-être l'émergence du sujet éprouvant, agissant, réfléchissant, dans le cadre d'une architecture qui correspond à l'école idéale de John Dewey, permet l'émergence du bonheur à la fois chez le professeur et chez les élèves. Moi, j'aurais peut-être une première question par rapport à cette école idéale. 1903 par rapport à l'œuvre de Dewey. Est-ce qu'il y a eu ensuite des évolutions? Est-ce qu'on considère que cette école idéale, elle représente vraiment ce qu'il a pensé toujours, ou bien est-ce qu'avec des écrits antérieurs, il y a eu des choses différentes? Alors, pour ma part, hein, je n'ai pas vu dans d'autres écrits des évolutions par rapport à cela, mais peut-être que je n'ai pas tout lu John Dewey, ça c'est bien probable, et je serais bien curieuse si d'autres collègues avaient lu d'autres ouvrages un petit peu plus
ultérieur à celui-ci et qu'il me donne des informations là-dessus. Pour ma part, non. Hein, mais je suis preneuse de toute indication supplémentaire à ce sujet. C'est une très bonne question. Alors, quand on est en 1903, la plupart des œuvres qu'on considère majeures de John Dewey n'ont pas été encore écrites. Ce sera après 1908 que la plupart des écrits vont être écrits par John Dewey. Sur les questions d'architecture et de disposition des écoles, il y a 2 autres ouvrages qui sont intéressants. Le premier, c'est un ouvrage qu'il a coécrit avec sa fille Evelyn Dewey en 1915 et qui s'appelle The School of Tomorrow, donc les écoles de demain, où John Dewey et sa fille, dans une vingtaine de chapitres, il me semble, visitent différentes écoles de son époque et en montrent les qualités et les défauts, et font aussi des propositions et des réflexions par rapport à leur philosophie. Et puis les autres réflexions peut-être plus théoriques sur l'architecture et, comment dire, et l'influence de l'espace sur nos expériences, ça vient dans un ouvrage qui s'appelle Art as Experience, qui est écrit lui aussi bien plus tard. Alors j'ai oublié la date. Là maintenant. 1934, ouais, en 1934. Donc c'est ensuite, on trouve l'édition française, c'est L'art comme expérience. On trouve une traduction. Merci pour cette précision. Alors, Monsieur Roosevelt a demandé Monsieur Bellevue a demandé la parole. Oui, je voulais réagir par rapport aux 2 intervenantes qui font une proposition sur une réflexion sur le sujet éprouvant. J'aimerais bien savoir, lorsque je sais que pour Dewey, la formation, l'apprentissage doivent avoir une finalité sociale et professionnelle. J'aimerais savoir comment, dans leurs approches, elles ont conçu le paradigme intégrateur socio-professionnel. Alors, elles ne sont pas là, hein, donc… Ah, elles sont pas là. Bon. Oui, elles sont… Mais Christophe Point, une réponse. Alors, ce serait très maladroit de ma part de répondre à leur place, hein. mais je suis devenu enseignant à l'université de Sherbrooke, donc au Canada, et au final, je suis assez proche des collègues de l'UQTR et de l'UQAR, donc c'est les universités de Rimouski et Trois-Rivières, dont ces intervenantes viennent. Et je sais que dans ces universités, puis dans les universités québécoises en général, dans la formation des enseignants au primaire, il y a vraiment une idée assez forte qui est très présente, c'est l'idée de faire de ces enseignants primaires des agents du changement. C'est vraiment la formule que j'ai retrouvée beaucoup, agents du changement, pour dire qu'elles ont un rôle ou une mission de transformation sociale de la société vers une société souvent plus inclusive, plus bienveillante, toutes les dimensions qu'on peut imaginer. Et ça, effectivement, ce serait tout à fait en accord avec la philosophie de John Dewey qui donne effectivement un rôle et une mission sociale aux enseignants. Donc, c'est le seul ajout que je peux faire. Alors, j'aimerais bien réagir sur 3 aspects. D'abord, j'ai vu dans votre schéma, vous avez mis expérientiel et expérimental. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi vous les ordonnez de cette manière. Au niveau de la réflexivité enseignante, alors j'ai un petit peu le sentiment que vous n'avez pas trop mis l'accent sur la réflexivité didactique, la réflexivité pédagogique dans cette logique de co-construction de l'expérience et aussi de co-construction de l'apprentissage. Merci. Vous voulez répondre, Monsieur Point? Alors oui, je peux répondre. Donc il y a 2 questions. Je commence avec la première sur la distinction entre expérientiel et expérimental. C'est une distinction qu'on fait en français lorsqu'on traduit les œuvres de John Dewey, car celui-ci indique to experience.
Donc, ce verbe en anglais peut avoir deux acceptations en français. La première, ce serait expérientiel et l'autre expérimental. Par la traduction de expérientiel qu'on trouve dans certaines traductions, souvent les premières traductions en français de ces œuvres, on insiste sur l'idée que l'expérience est ressentie, qu'on éprouve une expérience. C'est quand on dit que, par exemple, on fait l'expérience de tel événement, on fait l'expérience du deuil, on fait l'expérience de telle surprise. Et dans ce cas-là, on est plus dans une approche qui est empiriste, en fait, qui nous rapproche des empiristes anglo-saxons. Et puis, la deuxième acceptation, expérimentale, on est plus dans l'idée ici qu'il faut construire l'expérience, qu'il s'agit d'organiser, de contrôler et donc de provoquer une expérience. Donc, c'est vraiment ici plutôt l'aspect positiviste ou scientifique, où on va expérimenter une solution chimique, on va expérimenter telle idée, etc. Et donc, ces deux acceptations sont présentes dans le pragmatisme et j'ai voulu les dissocier ici pour bien transmettre l'idée que l'expérience du bonheur était à la fois quelque chose qui survenait, que nous ressentions, que nous éprouvions, mais aussi quelque chose que l'on pouvait organiser pour favoriser la venue, pour favoriser la réalisation. Ça, c'était la première question. Et puis la deuxième question sur l'idée de la réflexivité pédagogique. Alors là, je pense que j'aurais besoin de précision sur la question. Mais effectivement, ma présentation n'est pas allée dans le détail sur comment construire une didactique de l'expérience heureuse, comment dans la réalisation mener une séquence d'apprentissage là-dessus. Tout simplement parce que je pense que là, la diversité des situations, la diversité des écoles et puis des pédagogies fait en sorte que ça demande à chaque pédagogie, à chaque situation de réaliser concrètement ces expériences. Donc, ce serait assez maladroit pour moi de proposer une seule façon de faire, une recette de l'expérience heureuse, alors qu'il faut au contraire être attentif plutôt à la diversité des situations. Mais je suis tout à fait enthousiaste à l'idée de discuter de ce sujet avec vous. Oui. Alors, oui, concernant la posture de réflexivité didactique, donc Dewey invite l'enseignant à rendre le savoir désirant, le savoir aimant. Il parle même de ce qu'on appelle l'enseignant doit chercher à décrocher, à susciter le moi apprenant de l'apprenant. C'est-à-dire l'apprentissage, elle est systématiquement, je dirais, automatique. Il y a les gemmes de l'apprentissage qui sont systématiques chez l'apprenant. L'enseignant doit construire un environnement qui facilite l'apprentissage, d'abord dans la façon dont il gère l'espace classe, dans la façon dont il participe à la co-construction du savoir. Donc, le rôle de l'enseignant, c'est de développer une réflexivité sur à la fois le contenu, la forme et aussi la nature de l'expérience à laquelle ce savoir sera utilisé. Donc là, je me retrouve complètement à travers la façon dont vous avez expliqué le bonheur, comme utiliser l'expérience comme un outil, je dirais, potentiel, exponentiel du bonheur. Plus on avance dans l'expérience, d'accord, c'est plus on avance aussi vers le bonheur. Donc, je crois que la posture de réflexivité didactique, elle est un élément éminemment important dans cette démarche qui conduit l'expérience vers le bonheur. Alors, concernant la première réflexion que j'avais émise relativement à la juxtaposition de l'expérience expérientielle expérimentale, moi j'aurais préféré qu'on passe de l'expérientiel à l'expérimentation au lieu de l'expérientiel à l'expérimental.
Vous pouvez développer un peu, monsieur Oui, Bellevue? alors pour moi, l'expérientiel définit ce paradigme à travers lequel on aura beaucoup d'étapes d'expérimentation. Dans la mesure où Dewey conçoit l'expérience comme une aventure ouverte qui n'est jamais fermée et à travers laquelle on aura plusieurs types d'expérimentation. Et chaque type d'expérimentation permet de rentrer davantage dans l'aventure expérientielle. D'accord. Monsieur Point, est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle tout à fait. Mais effectivement, là-dessus, je pense que ces réflexions, ça me permet de construire une question pour Madame Ardouin. Parce qu'effectivement, l'idée que l'apprentissage pour Dewey doit se faire à partir du désir de l'élève et qu'il s'agit de construire un environnement favorable à cet apprentissage, ça me fait penser que comment est-ce que l'on pourrait construire un environnement, donc vraiment presque au sens physique, hein, d'une architecture, d'une disposition des locaux, qui permettrait, qui serait sensible à l'expérience des enfants, le plus possible à l'expérience des enfants et puis si possible aux expériences heureuses des enfants. Est-ce que j'aimerais bien Alors, c'est une bonne question. Je vais y répondre un peu en détournant la question. Il se trouve que c'est la deuxième année où je propose un séminaire de recherche à l'INSPE de Bretagne, donc là où on forme les futurs enseignants, à l'aménagement des salles de classe. Alors, ou plus dit autrement, à l'aménagement des espaces d'enseignement-apprentissage, sachant qu'on peut tout à fait apprendre aussi dehors. Hein, donc ça, c'est très important. Et finalement, peut-être que la première chose à faire, c'est de faire se poser la question aux enseignants. Et finalement, quel meilleur endroit que là où on les forme. Donc ça, c'est peut-être la première chose. Alors, je crois que l'important, je prends la question autrement. Pour moi, l'aménagement doit être un aménagement bienveillant, dans lequel tous les enfants se sentent bien et qui leur permettra cet environnement justement hein, de mieux se poser et de mieux apprendre et de faire de meilleurs apprentissages. Donc, ce n'est pas forcément que par l'expérience. Je pense qu'il y a d'autres éléments. Mais voilà, à mon avis, déjà, c'est former les enseignants et leur faire prendre conscience de l'importance de créer des environnements d'enseignement-apprentissage bienveillants et je dirais même capacitants, dans le sens capacitant, voilà, je ne vais pas dire empowerment, hein, c'est pas du tout ça, mais capacitant, oui, ça me paraît un excellent terme. Et toujours en disant hein, qu'on n'apprend pas qu'au sein des 4 murs de la classe. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est un peu l'idée que j'ai à vous écouter. Alors, en tout cas, est-ce qu'on peut considérer, Madame Ardouin, que par exemple, la salle de classe aurait à apprendre des bibliothèques où, là, pour le coup, une réflexion capacitante sur le désir de lecture Oui. est tout à fait présent. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et vous voyez, là, les travaux que mes étudiants mènent, je viens de les quitter d'ailleurs, c'est par exemple sur les coins. Les coins dans la classe, en particulier dans le primaire. Hein. Je dirais que cette réflexion émerge en France depuis 2 ans. Des géographes et des collègues en aménagement s'en emparent depuis 2 ans, plutôt sur le primaire, parce que peut-être finalement, on se permet des choses. Plus les élèves sont petits, plus on se permet des choses. Hein. On voit que quand on est en toute petite section de maternelle, finalement, on fait des coins, etc. On peut être beaucoup plus imaginatif dans l'aménagement de la salle de classe. Et plus l'enfant grandit, eh bien, moins les enseignants se permettent. Et on le voit très bien en CM2. Par exemple,
énormément de classes en autobus, on va faire du frontal, un peu comme si on voulait les préparer à ce qui allait se passer dans le secondaire, au collège, etc. Donc, on se permet moins de choses. Peut-être qu'on se permet aussi moins de choses parce que les parents sont plus rassurés quand ils viennent visiter la salle de classe, quand les choses sont un peu en ordre. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a quand même depuis quelque temps une réflexion sur l'utilisation des coins, que ce soit le coin bibliothèque, le coin lecture, le coin découverte du monde, le coin science, le coin émotion aussi, qui permettent justement de pratiquer. Je suis tout à fait d'accord avec vous, oui, 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 par rapport à votre suggestion. Mais on peut dire quand même que cette réflexion sur les coins, même si peut-être elle émerge maintenant depuis 2 ans, elle est quand même très présente à la fois dans la pédagogie coopérative de Célestin Freinet et dans la pédagogie institutionnelle de Ah, Fernand tout Gris. à fait. Oui, oui, tout à fait. Je dirais, en fait, je vais dire les choses autrement. Je n'ai pas été claire. Je pense que les collègues sur le terrain s'en emparent depuis des années, mais que pour théoriser cette approche, les chercheurs développent leur réflexion depuis, en géographie et en aménagement, hein, je précise, développent leurs recherches depuis à peu près 2 ans. Voilà. Sur le terrain, il y a des choses qui se passent depuis des années. En revanche, au niveau de la recherche, c'est un petit peu plus récent. Est-ce que je peux me permettre d'être un peu facétieux avec vous, Madame Ardouin, Bien en, sûr. en vous demandant, est-ce que vous-même, vous aménagez les salles de l'INSPE? Figurez-vous que j'aimerais bien, mais on a juste à l'entrée de la salle de classe un mot disant de ne surtout pas bouger les tables, les tables et les chaises. Et je suis sûre que je ne n'est pas le seul INSPE qui met ce genre d'affiche. Mais franchement, ça serait bien. Et oui, et du coup, on voit bien comment l'institution, en général, à travers ses normes, normalise aussi les Bien pratiques sûr. d'enseignement et d'apprentissage. Bien sûr. Cependant, nous avons une salle secrète dont j'ai appris l'existence, figurez-vous, il y a à peine 2 mois, où justement c'est un peu une salle laboratoire. Donc il reste encore certainement du matériel à acheter, mais où on peut tester des choses. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais attends, je souhaiterais que cette réflexion soit menée de la toute petite section de maternelle à la classe de terminale, parce que pour moi, un lycéen, un collégien a le droit aussi à un aménagement, un environnement favorable à ses apprentissages. Alors, je vais donner la parole à Madame Maury. Yolande, bonjour. Bonjour. Alors, je vais avoir une question pour Magali Ardouin, mais une question aussi pour Christophe, que déjà Magali Ardouin a un peu posée, mais je vais la poser autrement, et qui est sans doute un peu provocatrice. Bon, alors pour Magali Ardouin d'abord, qu'est-ce que vous pensez alors de la démarche Learning Center qui se développe dans les établissements et qui amène à penser tout l'établissement comme un établissement apprenant et qui part souvent des bibliothèques? La bibliothèque transformée en Learning Center et qui idéalement irriguerait toute l'institution finalement, et dans lequel il y a beaucoup d'expériences qui ont lieu, qui peuvent être artistiques, qui peuvent être sensibles, qui donnent une grande place à la matérialité, entre autres. On travaille sur des objets, sur des sensations, voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, je trouve que c'est très intéressant, mais que c'est peut-être un peu trop innovant pour l'instant pour nos institutions. En fait, je travaille surtout, moi, avec le pendant français qui est Archiclasse. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Je fais intervenir les collègues, dont Stéphane Caron, avec le jeu Archistart, etc. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et dans des modules que je propose, nous allons visiter des salles de classe laboratoires, en fait, dans des collèges et des lycées. Et je trouve que c'est déjà un petit peu aller dans cet esprit. Mais en Bretagne, on doit avoir 4 établissements qui sont un peu dans cet esprit hein, dont vous parlez, voilà, de cette recherche européenne, en fait. Hein, je crois que c'est compliqué pour l'instant à mettre en place, mais on va dans ce sens-là. On va dans ce sens-là. Mais il me semble, comme je viens de le dire, hein, que c'est plus compliqué au collège et au lycée et que finalement, on s'autorise des choses au collège et au lycée au niveau de l'aménagement des salles quand il y a un lien avec l'informatique. Alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais j'ai remarqué que, au moins en Bretagne, au collège et au lycée, quand il y a des innovations au niveau de l'aménagement, quelque part, c'est aussi en lien avec
avec l'informatique, l'utilisation justement soit des tablettes, soit des tableaux numériques, etc. Un petit peu comme si on voulait montrer que bon, on s'intéresse à l'aménagement, mais il y a toujours du sérieux qui est l'ordinateur ou le tableau numérique. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, vous répondez. Plus ou moins? Si, oui, plus ou moins. Mais comment dire, c'est vrai que l'informatique a un impact puisque souvent, pour obtenir des crédits, de l'argent, et le nerf de la guerre, il faut déposer des crédits autour du numérique. Alors, exactement, donc, voilà. exactement. Mais bon, voilà. Et, alors, Yolande, tu avais une question pour Christophe aussi? Oui, j'avais une question pour Christophe que Magali Ardouin a déjà un peu posée, mais moi, c'est un peu la provocation. Que pensez-vous de l'école bienveillante aujourd'hui, telle qu'elle est pensée par l'institution, par notre ministre, puisqu'on le voit apparaître dans tous les textes? Est-ce que cette école bienveillante, telle qu'elle est pensée, peut être l'école du bonheur, telle que vous l'avez présentée avec John Dewey? Merci pour cette question. Là-dessus, ma réponse est vraiment assez simple. C'est que pour John Dewey, dans ses écrits, puis même dans d'autres philosophes qui l'ont suivi par la suite, l'idée était vraiment d'avoir une école qui permette de développer au maximum la pensée des élèves. Et cette pensée est toujours pensée sur un triptyque qui est une pensée critique, une pensée créative et une pensée attentive bienveillante, c'est le clair. Et pour eux, il est toujours très clair qu'on ne peut en favoriser une au renoncement des deux autres, par exemple. Donc, être bienveillant, si c'est pour ne plus être capable de poser la moindre question, avoir le moindre esprit critique sur des différents sujets, bien sûr, ça c'est non. Bon. Là-dessus, c'est très clair. Mais voilà, et puis je voulais réagir aussi sur ce qu'a dit Magali Ardouin. C'est que moi, j'ai été frappé dans mes différentes observations sur les différences entre les enseignants primaires titulaires et non titulaires. Les titulaires pouvaient aménager leur espace, pouvaient aménager leur classe, là où les non titulaires ne le pouvaient pas. Et parce qu'ils étaient remplaçants, parce qu'ils étaient stagiaires, etc. Et les titulaires, à chaque fois qu'ils vous parlent de l'aménagement de leur salle, vraiment, il aurait fallu faire une étude, une enquête là-dessus, mais de ma petite expérience, je vois à chaque fois qu'ils développent, quand ils parlent de cet aménagement de leur classe, un sentiment d'autonomie, un sentiment d'appartenance, un sentiment de contrôle, de fierté même, fierté d'aménager leur classe. Parfois, ils prennent quasiment 2 semaines avant le début des cours, pendant le temps des fêtes aussi, pour aménager leur salle. Et donc, on voit vraiment une réflexivité qui se développe très, très fort sur comment ils veulent construire leur espace, quelles expériences leur espace scolaire rend possible et quelles expériences n'ont plus leur place grâce à l'aménagement de l'espace. Et je me dis que tous ces sentiments-là de réflexivité, de fierté, d'autonomie, ce serait vraiment excellent de pouvoir les développer aussi chez les élèves si les élèves avaient plus d'autonomie dans l'aménagement des espaces. Et là, je pense qu'on pourrait s'inspirer, si on y va sur l'aspect un peu individuel, on pourrait s'inspirer des ateliers aux Beaux-Arts. Par exemple, les Beaux-Arts de Venise louent un espace, louent un atelier dans l'école, vraiment dans l'espace, dans l'école même, pour 3 mois, pour 6 mois, pour 12 mois, où les élèves sont responsables complètement de leur espace, de leur atelier, à part l'obligation de passer le balai 1 fois par semaine. Je crois que c'est la seule obligation. Ou alors sinon, si on y va sur l'aspect collectif de l'aménagement, tout ce qui se fait actuellement dans les foyers des élèves, aux foyers des étudiants, où eux-mêmes peuvent aménager leur espace, ce serait aussi des choses à faire. Et je suis tout à fait d'accord avec Rémi Casanova que ici, l'institution est plus un frein, un obstacle, une suite d'embêtements et d'ennuis sur le pont, sur ces innovations pédagogiques. Elle pourrait être aussi facilitante, et je pense que parfois elle est lorsqu'elle est organisée de cette façon-là. D'ailleurs, on voit bien par rapport à votre propos sur la transformation de la posture d'autorité que c'est bien à un moment, par l'aménagement spatial institutionnel, que se développe de fait une posture d'autorité qui serait différente forcément s'il y a tous les coins dont parlait Madame Ardouin. Alors,
Evie Belzac avait un témoignage à apporter. Si vous voulez apporter votre témoignage sur l'école à Alors, Bruxelles. j'arrive. Voilà. Bonjour. Oui, en fait, au moment de la création de l'instruction publique à la ville de Bruxelles, ça c'était ma première intervention, il y avait, enfin ma première remarque, il y a eu toute une réflexion, notamment à partir des travaux de De Crowley, sur l'aménagement et oui, l'aménagement et même l'architecture aussi des écoles. Et donc la première école qui a été appelée école modèle, qui existe encore toujours maintenant, mais par exemple, ils prévoyaient un jardin dedans, ils prévoyaient des classes autour de ce jardin. Ils avaient même réfléchi, je n'arrive plus à revenir sur le nom du promoteur de ce projet, mais il était fils d'ébéniste et il avait même dessiné lui-même les meubles, les bancs et les chaises. Et on retrouve ça très fort aussi dans la pédagogie de Creulienne. Alors, moi, j'étais enseignante avant d'être doctorante et je travaillais au sein de la FELSI, qui est l'ensemble des écoles à pédagogie à pédagogie active en Belgique, en communauté française. Et là, il y a pas mal d'initiatives d'écoles où on retrouve ces coins dont vous parlez, qu'on trouve en maternelle, et on les retrouve même en primaire. Dont dans une école qui vient d'ouvrir, qui a ouvert il y a 2 ans, où ils ont vraiment aménagé ces coins et où les enseignants ont demandé, par exemple, à renouveler les meubles, ou même dans d'autres écoles dans lesquelles j'ai travaillé, où ils ont demandé à renouveler les meubles, c'est-à-dire à plus se retrouver avec des bancs sur lesquels les chaises étaient encore accrochées, mais les tables pour pouvoir les moduler pour travailler en groupe, pour travailler pour faire des conseils de classe et d'école. Et ça me fait penser à ce que la dame disait, enfin les 2 dames de la première intervention disaient à propos de leur programme à l'université, où elles mettaient explicitement les chaises, enfin elles demandaient aux étudiants de mettre les chaises en cercle. C'est quelque chose qu'on faisait aussi et qu'on promeut aussi, parce que je suis conseillère pédagogique à l'université aussi, mais c'est quelque chose qu'on promeut au sein des formations avec les enseignants, de bouger les bancs, de faire travailler les étudiants, et on est vraiment là dans une réflexion de pédagogie active. Merci beaucoup. Alors, Madame Ardouin a demandé la parole et puis Christophe Point également. Madame Ardouin. Oui, c'était juste pour réagir par rapport à ce qu'a dit Monsieur Caron, avec le sentiment d'appartenance des enseignants, profs des écoles. Effectivement, il y a un grand sentiment d'appartenance qui peut poser des problèmes. C'est ma classe, ce qui peut poser quelques soucis parfois quand un ou une stagiaire propose quelques aménagements pour les tester. Mais bon, il y a aussi heureusement de très très nombreux collègues très ouverts et qui sont enclins à essayer des innovations. Mais par rapport à l'appartenance, ça peut poser aussi des fois des gros problèmes en France, puisque rappelons que parfois le périscolaire se passe aussi dans les écoles et dans les salles de classe. Et là, ça pose un gros problème quand les collègues retrouvent, alors qu'ils avaient fait un aménagement très particulier de la salle de classe, découvrent que leur aménagement a été complètement modifié en lien justement avec le périscolaire qui se passe dans les écoles. L'école appartient à la commune. Et deuxième point, l'école appartient à la commune et c'est donc la commune qui achète aussi le mobilier. Et parfois, on ne demande pas avant l'avis des enseignants et donc je dirais que les enseignants doivent faire aussi avec les achats de la commune. C'est-à-dire que parfois, on va acheter des tables doubles parce qu'elles sont moins chères que les tables seules. Mais le problème, c'est qu'elles ne permettent pas du coup une organisation optimale de la salle de classe. Donc voilà, il faut faire avec. Merci. Christophe Point. Oui, juste pour déjà vous remercier tous parce que je trouve vraiment cette discussion sur l'aménagement des meubles passionnante, vraiment. Et puis, pour faire un retour sur le colloque, sur dire à quel point John Dewey est une figure inspirante, pour ma part, il y avait une anecdote de John Dewey qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque.
C'était une anecdote qu'on retrouve dans L'école et l'enfant, donc The School and the Child, qui est, je ne sais plus quelle est la date de l'ouvrage, mais qui remonte à la création de l'école laboratoire dont Madame Ardouin avait fini sa présentation. Et dans cette anecdote, c'était John Dewey et sa femme qui cherchaient du mobilier pour meubler cette nouvelle école. Et donc, ils se sont présentés à un magasin de mobilier scolaire très classique. Et puis, comme John Dewey et sa femme ne parvenaient pas à trouver ce qu'ils voulaient, ils se sont vus répliqués par le vendeur du magasin, et je cite, « Je crains que nous n'ayons pas ce qu'il vous faut. Vous désirez des meubles permettant aux enfants d'exécuter du travail, mais ce que nous avons ici ne sont faits que pour écouter. » Et je trouve que cette anecdote montre bien que l'éducation à l'époque de Dewey, puis encore à un autre, à bien des égards, elle est encore structurée par une tradition qui ne pense pas du tout cet aménagement scolaire, et on a encore beaucoup de travail en recherche pour pousser là-dedans, quoi. Voilà, c'était moi. Bien, merci beaucoup, et ce sera le mot de la fin. On terminera par cette petite anecdote pour cet atelier.